السلام عليكم الزول فلاون جمعة مباركة لجميع المسلمين إن شاء الله على بالكم اليوم الجمعة 17 أكتوبر. Aujourd'hui nous sommes vendredi 17 octobre. C'est une date très importante pour l'histoire de la révolution algérienne, pour l'histoire du peuple algérien. Le 17 octobre 1961 نهار 17 أكتوبر 1961 على بالكم باللي بين 500 و1000 جزائريين و1000 جزائريات ماتوا. فرنسا الدولة الفرنسية قتلتهم في باريس. Donc ce 17 octobre 1961, entre 500 et 1000 Algériennes et Algériens ont été tués, massacrés, jetés dans la Seine, notamment à hauteur du pont Saint-Michel, où il y a actuellement une plaque extrêmement discrète pour honorer la mémoire de nos martyrs qui se sont battus, qui se sont sacrifiés et qui ce jour-là avaient marché pacifiquement à l'appel du grand FLN. Oui, à l'époque, le FLN était un grand parti nationaliste. C'était un parti qui avait un objectif, l'indépendance de l'Algérie, coûte que coûte. Le 17 octobre 1961, nous devons aujourd'hui honorer la mémoire de nos martyrs, de celles et ceux qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir un drapeau, un passeport, une dignité et notre indépendance. Alors, pourquoi les Algériens se sont battus, se sont levés à partir du 1er novembre 1954 contre le colonialisme français? Pour une raison simple, c'est que la République française n'a jamais voulu considérer les 9 millions d'Algériens comme des citoyens français avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Pire que cela, cette République française considérait les Algériens comme des indigènes, oui, des indigènes, c'est-à-dire un juste milieu entre le statut d'animal et le statut d'être humain, mais sûrement pas le statut de citoyen. Donc c'était des indigènes à partir de 1881, 82, 83. Ça commence en Algérie, ça s'est poursuivi pour tous les habitants du continent africain et ensuite avec les habitants d'Asie, notamment au Vietnam, au Cambodge, qui étaient sous domination du colonialisme républicain français. Donc oui, c'est parce que la France n'a jamais voulu considérer les Algériens comme des citoyens français avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que à partir de 1954, mais pas qu'à partir de 1954, des Algériens, notamment le grand Messali El Hadj. Vous savez, on l'oublie, le grand Messali El Hadj. Vous savez, on a une tendance un peu dommage dans notre pays, un peu triste dans notre pays, de considérer que sous prétexte qu'il n'a pas été au rendez-vous de l'histoire à partir de 1954, il fallait oublier tout ce qu'avait fait Messali El Hadj. Moi, je n'oublie pas ce qu'a fait Messali El Hadj. Je ne l'oublie pas. Rabbi Yarhamou, feu Messali El Hadj a été, avec d'autres bien sûr, a fondé la fameuse association qui a été à la base de la déclaration du 1er novembre 1954, c'est-à-dire l'étoile nord-africaine, dans les années 1926, 27 et 1928. Oui, l'étoile nord-africaine. Il ne faut jamais oublier ce patrimoine commun que nous avons et qui a été à la source du nationalisme algérien. C'est Messali El Hadj qui a été le premier à demander l'indépendance de l'Algérie. On l'oublie, mais il ne faut pas oublier. Donc aujourd'hui, je veux rendre hommage à Messali El Hadj, à Rabbi Yarhamou, qui a sacrifié toute sa vie pour l'Algérie. Oui, toute sa vie pour l'Algérie. Il a passé des dizaines d'années en prison, en résidence surveillée. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, vous savez, c'est ce qui s'est passé avec feu Abdelaziz Bouteflika. Quand vous êtes le chef pendant trop longtemps, vous finissez par vous considérer comme un pharaon. Et c'est ce qui s'est passé avec feu Abdelaziz Bouteflika. C'est ce qui est arrivé aussi malheureusement avec feu Messali El Hadj. Au bout d'un moment, on n'accepte pas les critiques, on n'accepte pas la contestation, on n'accepte pas le changement.
Et c'est ce qui a pénalisé la fin politique de Messa El Hajj. Mais, encore une fois, je ne suis pas là pour vous parler de la fin de feu Messa El Hajj. Je suis là pour vous parler aussi de la contribution majeure de feu Messa El Hajj au développement du nationalisme algérien. Sans lui, il n'y aurait jamais eu le 1er novembre 1954, car ne l'oublions pas, tous ceux qui ont déclaré la guerre à la France coloniale le 1er novembre 1954 étaient tous des élèves de Messa El Hajj. Oui, je dis bien tous, sans exception. Que ce soit Mohamed Boudiaf, que ce soit Belkacem Karim, que ce soit Mohamed Khider, que ce soit Dal Hussein, que ce soit toutes celles et ceux qui se sont battus pendant cette glorieuse révolution nationale, c'est Messa El Hajj qui les a formés à la politique, formés au combat. Je vous rappelle que l'organisation spéciale de 1949, c'est Messa El Hajj. Donc, un vibrant hommage à Messa El Hajj. Et bien sûr, Messa El Hajj, sans Amir Abdelkader, Rabbi Rahmo, il n'aurait pas existé. C'est la contribution des Algériens de l'Ouest. Eh oui, Amir Abdelkader, c'est un enfant de l'Ouest, la région de Maskar. Wahran Messa El Hajj, c'est un enfant de la région de l'Ouest aussi, Tlemcen. Mais ce qui était magique dans la première résistance au colonialisme français, c'est qu'il y avait d'une part l'Ouest algérien, avec Amir Abdelkader, et d'autre part l'Est algérien, notamment dans le Constantinois, dans la région de Constantine. Vous savez qu'il y avait là aussi des résistants, et ensuite, bien sûr, dans la partie kabyle, avec la fameuse révolte de Cheikh Moqradi, Cheikh Haddad, après la défaite de la France contre l'Allemagne, à partir de mars-avril 1871. Donc tout ça pour vous dire que ce qui a été la magie du 1er novembre 1954, c'est que tous les Algériens de toutes les régions, que ce soit de l'Ouest, de la Kabylie, ou de l'Est ou du Sud algérien, se sont tous révoltés ensemble au même moment. C'était cela la grande particularité de la déclaration de... Vous savez, parfois il se passe des choses en direct. Hein. Vous avez vu, il a fallu que je vous parle de déclaration du 1er novembre 54 et tout d'un coup la vidéo a voulu quelque part rendre hommage à nos martyrs. Donc oui, il s'est passé quelque chose de magique le 1er novembre 1954 qui aboutit évidemment pour la commémoration d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 17 octobre 1961, à des centaines de milliers de martyrs. Et je souhaite aussi rendre hommage aujourd'hui, en ce 17 octobre 1961, à un grand révolutionnaire, un grand intellectuel, Frantz Fanon, qui a écrit ce livre « Sociologie d'une révolution en 1959 » et qui n'a pas eu le temps, car il était malade, de vivre, de connaître l'indépendance du 3-5 juillet 1962. Pourquoi je vous parle de Frantz Fanon? Parce que Frantz Fanon n'avait ni le père algérien, ni la mère algérienne, ni la grand-mère algérienne, ni le grand-père algérien, ni aucun de ses aïeux qui était algérien. C'était un Martiniquais des îles, qui était un descendant de l'esclavage, de la colonisation française dans les îles américaines aujourd'hui, c'est-à-dire Martinique ou Guadeloupe, c'est-à-dire les Caraïbes plus largement. Et pourtant, Frantz Fanon, qui a travaillé en Algérie, a épousé le combat révolutionnaire des Algériens. Pourquoi je vous parle de Frantz Fanon? Car, à l'époque, l'Algérie, le FLN algérien, était dans une logique universaliste. Il n'était pas là à faire la différence entre ceux qui étaient d'origine algérienne ou pas, ceux qui faisaient partie de la diaspora algérienne ou pas, ceux qui étaient martiniquais ou juifs ou africains ou pas. Non, ce qui comptait à l'époque pour le FLN, c'était de partager cet idéal de liberté, cet idéal de dignité, cet idéal d'indépendance. Et c'est la raison pour laquelle le FLN a mandaté un non-algérien, un Martiniquais du nom de Frantz Fanon pour représenter
le FLN, c'est-à-dire pour représenter l'Algérie au Congrès des peuples africains à Accra, au Ghana. À l'époque, au Ghana, il y avait un grand monsieur, un grand panafricaniste du nom de Kwame Nkrumah. Donc vous imaginez la pensée philosophique des leaders du FLN à partir de 1954. Ils étaient universalistes. Toutes celles et ceux qui se battaient pour la liberté, pour la dignité, pour l'indépendance, étaient considérés comme des Algériens. Et à ce titre-là, ils avaient le droit de représenter l'Algérie. Ne l'oublions pas. N'oublions pas cet héritage universaliste du FLN à partir de 1954. Et c'est parce qu'il y avait cette philosophie universaliste que le FLN, les leaders algériens, les intellectuels algériens, pas comme ceux d'aujourd'hui, parce qu'on a oublié cet héritage universaliste et on va y arriver dans quelques minutes. Donc oui, je veux rendre hommage à cet héritage universaliste des révolutionnaires du FLN de 1954 qui n'avaient pas peur de demander à un Martiniquais de représenter l'Algérie au Congrès des peuples africains à Accra, au Ghana, avant l'indépendance, s'il vous plaît. Et c'est parce qu'il y avait cet héritage, cette philosophie universaliste, que l'Algérie a pu faire sien des enfants comme Henri Curiel. Vous connaissez Henri Curiel, c'était un juif égyptien qui était le père d'un des grands rédacteurs en chef du Monde diplomatique, que vous connaissez tous. Henri Curiel a milité, a été en prison, s'est sacrifié pour l'Algérie. Un juif égyptien qui était issu d'une grande famille bourgeoise juive égyptienne d'Alexandrie. Et oui, Henri Curiel a même, au moment de l'indépendance en 1962, offert, écoutez-moi bien, offert une magnifique demeure à l'État algérien pour abriter l'ambassade d'Algérie en Égypte. Vous imaginez? C'est un juif algérien qui a donné une magnifique demeure familiale à l'État algérien pour que l'Algérie puisse avoir une ambassade digne de ce nom. Il y avait de l'universalisme à partir de 1954 en Algérie jusqu'aux années 60-70. Oui, l'Algérie était universaliste. C'est pas pour rien qu'à partir de l'indépendance, Alger est devenue la capitale mondiale, universelle des peuples opprimés. Oui, ne l'oublions pas. C'est pas comme aujourd'hui. Vous savez, tout a changé. Tout a changé. Vous savez, vous connaissez le livre du grand Farhat Abbas, l'indépendance confisquée, 1902-1978. Quand il parle d'indépendance confisquée, c'est justement ce que j'essaie de vous dire, c'est que toutes ces idéales universalistes de dignité, de liberté, d'indépendance, de démocratie, de respect de l'homme, de la femme, des peuples, tout cela est parti très vite à vrai dire. Avant même, écoutez-moi bien, avant même l'indépendance, vous connaissez le congrès de Tripoli, le Conseil national de la révolution algérienne, oui, juin 62, avant l'indépendance, le brillant ouvrage de Ali Haroun. Pourquoi je vous parle de Ali Haroun? C'était un brillant étudiant en droit qui est devenu avocat, qui a étudié à Paris et qui a fait partie de la fédération du FLN à Paris, celles et ceux qui ont contribué au financement de la révolution algérienne. Ne l'oublions pas, ne l'oubliez pas. 80% du financement de la révolution algérienne a été apporté par la diaspora algérienne de France. Oui, 80%. C'est grâce aux Algériens de France, aux travailleurs, aux ouvriers, notamment des usines à Renault, que la révolution algérienne a pu acheter des armes pour que nos moudjahidettes et nos moudjahidines puissent combattre à l'intérieur le colonialisme français. Ne l'oublions jamais. Et Ali Haroun était un de ceux qui avait organisé, qui s'occupait de la communication de la fédération du FLN en France. Donc dans cet ouvrage, L'été de la discorde, il raconte comment tout cet idéal démocratique, révolutionnaire d'état de droit a volé en éclats à cause de la lutte pour le pouvoir. Oui, la lutte pour le pouvoir Algérie.
62. Et c'est terrible, car quel dommage, quel dommage. Autant de sacrifices, 1,5 million d'Algériens se sont sacrifiés pour l'indépendance. Et finalement, juste après les accords d'Évian du 18-19 mars 1962, ces leaders du FLN, qui étaient fatigués par la guerre, ont été dépassés par d'autres qui se cachaient dans les frontières, aux frontières tunisiennes et marocaines, et c'est eux qui ont pris le pouvoir, et toutes celles et ceux qui s'étaient battus entre 54 et 62 ont été ou bien massacrés, ou bien mis de côté par des personnes qui attendaient simplement le bon moment pour prendre le pouvoir. C'est dommage, c'est très dommage, car quand on fait la rétrospective de ce qui s'est passé, et là, un autre ouvrage de Annie Ray Goldzeiger, Aux origines de la guerre d'Algérie, 1940-45, car vous savez que le 1er novembre 1954 n'est pas tombé du ciel. Il y a eu, comme je viens de vous le dire, d'abord la résistance d'Amir Abdelkader, ensuite la formation du nationalisme algérien, notamment avec en tête Messali El Haj, mais il y a aussi ce qui s'est passé entre 40 et 45, au moment où il y avait la Deuxième Guerre mondiale. La France avait fait appel aux Algériens, aux Marocains, aux Tunisiens, aux Sénégalais, etc., pour l'aider à combattre le nazisme allemand. Et il y avait la promesse qu'après la guerre, la France allait donner la liberté ou l'indépendance à ces pays qui étaient précédemment colonisés. Mais la France n'a pas tenu ses promesses, et c'est la raison pour laquelle, au moment même où l'Europe et le monde entier célébraient la victoire contre les nazis, c'est-à-dire le 8 mai 1945, les Algériens sortaient pacifiquement et ont été massacrés à Guelma, à Stéf, à Kharrata. Il y a eu 45 000 Algériens massacrés par la République française du général de Gaulle, alors qu'à Paris, il fêtait la victoire contre l'Allemagne nazie. Donc n'oublions pas que tout a une histoire, rien ne tombe du ciel. Il y a un processus qui fait qu'à un moment donné, les Algériens ont décidé de ne plus accepter l'inacceptable. Oui, ne plus accepter l'inacceptable. Donc, ils ne voulaient plus du statut d'indigène, ils ne voulaient plus du statut de soldats qui se battent pour la France, alors que l'Algérie continuait à être colonisée, continuait à être opprimée et continuait à être vendue, stigmatisée, discriminée. Vous savez que toutes les richesses de l'Algérie repartaient pour Paris. Alors, vous savez qu'il y a eu beaucoup de réflexions au sujet des crimes de guerre, et le 17 octobre 1961 est un crime de guerre, est un crime contre l'humanité. Et là, je vous présente un ouvrage de Yazid Ben Hounet, Crimes et compensations en Afrique du Nord, essai d'anthropologie sociale, où il parle justement des crimes qui ont été commis, notamment en Afrique du Nord, pour comprendre comment on peut réparer une injustice, comment on peut réparer un crime, comment on peut réparer une barbarie. Mais la difficulté, elle est au-delà d'être morale, elle est légale. Que s'est-il passé lors des accords d'Évian du 18-19 mars 1962? Les négociateurs algériens ont accepté le principe d'une amnistie dans les deux sens. C'est-à-dire que l'Algérie amnistiait les crimes de guerre de la France pendant la guerre de libération 54-62 et la France amnistiait les crimes de guerre côté algérien entre 54 et 62. Ce qui veut dire que les 1,5 million d'Algériens qui se sont sacrifiés, qui ont été massacrés par l'armée coloniale française, ne peuvent pas obtenir de réparation. Il faut le dire. Rabbi Arhamoum, ils ne peuvent pas obtenir de réparation. Cependant, les victimes des crimes de la colonisation, c'est-à-dire à partir de 1830 jusqu'en 1954, elles, peuvent obtenir des réparations. Et c'est la raison pour laquelle, avec le brillant avocat et le plus courageux des avocats, maître Abdelkader Chouhra, nous avons déposé une plainte au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, donc de l'ONU, à Genève, au sujet des victimes des chambres à gaz naturelles
organisé par l'armée coloniale française dans les montagnes de Dahra, dans les wilayas actuels de Chlf et de Mostaganem. Vous savez que je suis originaire du côté du papa de la wilaya de Chlf. C'était à quelques kilomètres de la maison familiale. Il y a eu des enfumades, c'est-à-dire que l'armée coloniale française a enfermé dans des grottes des femmes, des hommes, des vieillards, des enfants, des bébés et même des animaux et a allumé le feu pour asphyxier nos aïeux. C'est ce qu'on appelle les enfumades et c'est ce que j'appelle les premières chambres à gaz naturel, théorisées par le général Bugeaud et appliquées à la lettre par le général Pélissier, le général Cavaignac et le général Saint-Arnaud qui avaient organisé le coup d'État du 2 décembre 1851. Et le 2 décembre 1852, au moment même où les Algériens se faisaient massacrer à la Rouate, avait été proclamé l'empire de Napoléon III, le deuxième empire. Donc vous voyez, l'histoire d'Algérie, l'histoire de France se recoupent. Il y a eu beaucoup d'incidences liées à des événements algériens dans la politique française et réciproquement. Donc, n'oublions pas que ces crimes de guerre qui ont été perpétrés par l'armée coloniale française entre 1830 et 1962, certains ont été amnistiés par les accords d'Évian, donc ce qui couvre la période 54-62, mais il n'y a pas d'amnistie pour les crimes qui ont été commis par l'armée coloniale française entre 1830 et 1954. Et c'est là-dessus que nos historiens doivent travailler. C'est là-dessus que nos partis politiques doivent travailler. Et c'est là-dessus que notre État doit travailler pour honorer la mémoire des Moudjahidettes et des Moudjahidines, des Chouhada et des Algériennes qui ont sacrifié leur vie, leur liberté, leur confort, leur famille, au nom de l'Algérie, au nom de l'indépendance de l'Algérie, au nom de la liberté algérienne et au nom de la dignité algérienne. Alors, pourquoi finalement les Français n'ont jamais voulu donner leurs droits aux Algériennes? Pourquoi? Pour une raison strictement religieuse. Et oui, si les populations algériennes étaient chrétiennes, il est fort à parier que la France aurait pu donner les mêmes droits aux Algériens et aux Algériens. Pourquoi? Car à peine la colonisation était achevée, la France avait décidé que l'Algérie constituait 3 départements français. Ensuite, il y a eu le 4e département des oasis et du désert, à la fin de la guerre d'Algérie. Donc déjà, il y avait la volonté d'intégrer géographiquement, territorialement l'Algérie à la France. Mais parce que les Algériens étaient musulmans, la France n'a jamais voulu donner les mêmes droits et les mêmes devoirs aux Algériens de France. Parce qu'ils étaient musulmans, j'insiste là-dessus. Et là, un ouvrage formidable du grand historien intellectuel Sadak Salem, qui est un grand monsieur qu'on ne voit pas assez, dont on n'entend pas beaucoup parler, mais c'est un homme qui peut apporter beaucoup à l'Algérie, qui peut apporter beaucoup au peuple algérien, qui peut apporter beaucoup à la diaspora algérienne pour comprendre les relations très compliquées entre l'Algérie et la France. Et si je présente cet ouvrage, c'est parce que j'aimerais qu'il joue un rôle important dans les mois et prochaines années pour aider justement l'État algérien, le peuple algérien, la diaspora algérienne à essayer de trouver le chemin de la dignité et le chemin de la réconciliation, car il ne faut pas oublier que 70% de la diaspora algérienne dans le monde vivent en France. Oui, vivent en France. Et vous savez qu'il n'y a pas d'ambassadeur depuis le 30 juillet 2024. Comment notre pays peut-il se permettre d'abandonner 70% de sa diaspora sans représentation diplomatique? Il y a bien sûr des consulats, 19 consulats, mais les consulats ont un rôle administratif, alors que l'ambassadeur, a un rôle politique. C'est lui qui représente l'Algérie, c'est lui qui représente la diaspora algérienne. Et je crois que l'Algérie aujourd'hui ne peut pas se permettre
de laisser cette chaise vide, notamment à l'ambassade d'Algérie à Paris, car le fait de laisser cette chaise vide, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, 17 octobre 1961, il n'y avait pas d'ambassadeur pour rendre hommage aux 500 à 1000 Algériens qui ont été massacrés par l'État français le 17 octobre 1961. Il n'y a pas d'ambassadeur pour défendre la dignité des 5 millions d'Algériens qui sont tous les jours stigmatisés dans les médias par les hommes politiques, par des intellectuels, par des journalistes, par des juristes, par des ex-ambassadeurs. On ne peut pas laisser les choses en l'état. On doit être à la hauteur du sacrifice des Algériens qui sont morts pour l'Algérie. Et on ne doit pas encore oublier les Algériens de France qui ont contribué à hauteur de 80% au financement de la révolution algérienne. Donc oui, il faut remettre le plus rapidement possible un ambassadeur d'Algérie à Paris, en profitant de ce nouveau gouvernement français, le gouvernement Lecornu, comme vous le savez, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a amplifié la crise entre Paris et Alger, ne fait plus partie du gouvernement. Donc, la politique, c'est quoi? C'est s'adapter au nouveau contexte politique. Donc, je trouve, et je pense, et je milite pour que le président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, nomme dans un délai très rapide un nouvel ambassadeur d'Algérie à Paris pour représenter la plus forte diaspora algérienne dans le monde, c'est-à-dire les 5 millions d'Algériens. Car la France, ce n'est pas n'importe quel pays, c'est un pays qui bénéficie d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est un pays qui, après l'erreur qui a été faite en reconnaissant de façon unilatérale la marocanité du Sahara occidental, a décidé de reconnaître l'État de Palestine. Et c'est parce que la France a milité pour cet État de Palestine que l'Angleterre, qui bénéficie aussi d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, a elle aussi décidé de reconnaître l'État de Palestine, et avec elle, le Canada, l'Australie et d'autres pays comme le Portugal ou la Belgique. Et aujourd'hui, on est à plus de 160 pays qui reconnaissent l'État de Palestine. Il ne reste qu'un seul pays à convaincre, ce sont les États-Unis d'Amérique. Mais pour convaincre les États-Unis d'Amérique, il nous faut une diplomatie d'excellence comme celle qu'avait si brillamment représenté feu Cherif Guelleh, l'ambassadeur d'Algérie à Washington, entre 1960 et 1963 et 1967, ou l'excellent feu Mohamed Seddiq Ben Yahya qui a réussi l'exploit de faire libérer 52 diplomates américains otages à l'ambassade des États-Unis à Téhéran le 20 janvier 1981. Donc oui, on ne plaisante pas avec la mémoire de nos martyrs, on ne plaisante pas avec la mémoire de nos aïeux qui ont si brillamment représenté notre pays, et on ne plaisante pas avec l'universalisme des penseurs et des acteurs de la déclaration du 1er novembre 1954. Car je vous l'ai dit en introduction, c'est quand même regrettable de voir que les penseurs et les acteurs du FLN du 1er novembre 1954 avaient cette philosophie universaliste qui permettait à un Martiniquais du nom de Frantz Fanon de représenter l'Algérie au Congrès des peuples africains au Ghana, qui permettait d'accepter la contribution de Français ou d'étrangers chrétiens ou juifs pour l'indépendance de l'Algérie. Et je vous ai cité le nom d'Henri Curiel qui a milité, qui a été emprisonné pour l'Algérie et qui a offert la demeure familiale à l'État algérien pour abriter la première ambassade d'Algérie au Caire. Et aujourd'hui, vous avez vu que la Constitution de 2016 et même la Constitution de 2020 empêchent des Algériens de la diaspora d'être ministres ou d'être candidats aux élections présidentielles algériennes. C'est quand même incroyable. L'Algérie qui a permis à un Martiniquais de représenter notre pays au Ghana, l'Algérie qui a permis à des juifs égyptiens de nous offrir notre première ambassade en Égypte, aujourd'hui, a tourné le dos à son universalisme et empêche des Algériens, de mères et de pères, de grands-pères et de grands-mères,
d'être candidat aux élections présidentielles ou d'être ministre. Ce n'est pas acceptable. Nous sommes en train de vivre une régression. Oui, je parle bien de régression. Comment se fait-il que dans la Constitution, on empêche les Algériens d'être candidats à des élections? Comment c'est possible? Alors que pendant la Révolution, et même après la Révolution, on a même accordé, à partir de 1969, vous savez qu'il y avait les Jeux panafricains, à Alger, les premiers Jeux panafricains, sous la houlette de feu Ouali Boumedienne, la grande résistante, la grande artiste sud-africaine qui luttait contre l'apartheid dans son pays, a bénéficié de la nationalité algérienne par l'État algérien, alors que ni sa mère, ni son père, ni son grand-père, ni sa grand-mère n'étaient algériens. Et vous savez pourquoi? Car il y avait encore le parfum de l'universalisme. Oui, l'Algérie était encore habitée par le parfum de l'universalisme. Et aujourd'hui, quelle régression! Nous sommes habités par le parfum de l'isolationnisme. Nous sommes habités par le parfum nauséabond de la petitesse, de la médiocrité et de l'amateurisme. Nous avons tourné le dos à l'universalisme de celles et ceux qui se sont sacrifiés pour l'indépendance de l'Algérie. Et encore une fois, je reviens au 17 octobre 1961, car c'est la commémoration du 17 octobre 1961, ne l'oublions pas. Les Algériens de France ont payé le prix du sang pour l'indépendance de l'Algérie. Les Algériens de France ont payé, ont financé à 80% la révolution algérienne pour que nos combattants de la liberté puissent combattre de l'intérieur le colonialisme français. Et parmi eux, il y avait mon papa, Rabbi Yarhamou, al-Hajj al-Arbi. Il y avait mon oncle, al-Hajj Djilali Ben Cheboub, qui, dans le département du 94 actuel, tapait dans les portes, allait dans les cafés, allait dans les hôtels où vivaient les Algériens pour récupérer l'argent, ce qu'on appelle la dîme révolutionnaire, pour pouvoir acheter des armes afin que les combattants du FLN puissent de l'intérieur combattre le colonialisme français. Ne l'oublions pas. Et malheureusement, la Constitution de 2016 et la Constitution de 2020 ne reconnaît pas la contribution des Algériens de l'étranger, ne reconnaissent pas les contributions des Algériens de la diaspora algérienne en France. Et ces constitutions de 2016, amendées en 2020, sont une insulte à la dignité de la diaspora algérienne. Et c'est la raison pour laquelle je demande au président de la République de modifier certains articles afin que tous les Algériens, où qu'ils soient, à la fois en Algérie ou à l'étranger, puissent être candidats à toutes les élections, que ce soit des élections locales, des élections de wilaya ou des élections nationales, et être évidemment candidat, de pouvoir être candidat aux élections présidentielles. C'est la moindre des choses, surtout aujourd'hui, au moment où nous commémorons les martyrs du 17 octobre 1961. Barakallahu fikum, tahiyya Jazair, Allah yarham shuhada.